Dans un petit village de Berthoua, un jeune homme nommé Moussa revient d'un long séjour en France où il a obtenu un master en économie statistique à l'école des actuaires. Tout le monde s'attendait à ce qu'il trouve un emploi prestigieux dans une grande ville, mais Moussa, nourri par l'amour de sa terre et de sa culture, décide de revenir dans son village natal. En rentrant, il trouve sa famille dans une situation difficile. Leur exploitation agricole, principalement orientée vers la culture du manioc et du maïs, et l'élevage des porcs, peine à survivre dans un marché de plus en plus compétitif. L'agriculture, pourtant un pilier de l'économie locale, ne génère plus suffisamment de revenus pour les soutenir. Le retour de Moussa au village. L'aube se levait lentement sur les collines verdoyantes de Berthoua, baignant le village d'une lumière dorée qui semblait éveiller la terre elle-même. Le ciel, d'un bleu pur et clair, s'étendait à perte de vue, tandis que la brise douce caressait les arbres du village. Les oiseaux chantaient doucement, comme pour annoncer l'arrivée d'un événement spécial. En ce matin paisible, un jeune homme, portant un sac à dos simple mais soigneusement attaché à ses épaules, descendait lentement du car qu'il avait ramené de la ville voisine. Moussa n'était plus l'adolescent insouciant qui avait quitté le village 5 ans plus tôt. Il n'était pas non plus le même garçon qui, autrefois, rêvait de quitter sa terre natale pour s'échapper vers un avenir lointain, loin des champs et des outils agricoles. Non, il était désormais un homme armé d'un master en économie statistique, obtenu à l'école des actuaires en France, un homme d'affaires en devenir avec des idées qui brillaient dans ses yeux. Le village l'avait accueilli à bras ouverts, bien que ses habitants ne comprenaient pas bien ce qu'il venait faire. Il n'était plus un simple jeune homme du village, il revenait avec un diplôme prestigieux, mais aussi avec une mission qu'il ne partageait pas encore avec tout le monde. En descendant du bus, il sentit cette chaleur particulière, familière, de la terre qu'il avait laissée derrière lui. Le sol, humide de la rosée du matin, semblait le reconnaître comme un fils prodigue, comme s'il était un enfant qui avait fait son chemin et revenait enfin dans la maison de ses ancêtres. Les champs s'étendaient devant lui, une mer de manioc et de maïs, les cultures qui nourrissaient son village depuis des générations. Le visage de Moussa s'éclaira en voyant au loin sa maison d'enfance. L'odeur de la terre, les sons de la nature. Tout cela le remplissait d'une étrange mélancolie. Il avait quitté Berthoua avec l'espoir de découvrir de nouveaux horizons, de grandir intellectuellement, mais il revenait avec un autre projet, une vision différente de ce qu'il pouvait accomplir ici. Amina, la jeune fille qu'il avait vue grandir, l'attendait déjà à l'entrée du village, un sourire chaleureux sur son visage. Elle portait une robe traditionnelle aux couleurs vives, les motifs brodés illustrant les traditions de leur peuple. Sa silhouette fine se découpait sur le fond verdoyant des champs. Elle avait grandi aussi, mais il était évident que le lien entre eux n'avait pas changé. « Moussa !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Elle s'arrêta à quelques pas, observant longuement ce jeune homme qu'elle avait presque oublié, dont l'esprit semblait maintenant aussi aiguisé que ses yeux. « Tu n'as pas changé, Amina », dit-il en souriant. Ils s'étreignirent chaleureusement, retrouvant ce lien d'enfance qui ne s'était jamais dénoué malgré les années. Cependant, Amina remarqua immédiatement les changements. La confiance qui émanait de lui, la manière dont il portait son sac, comme un symbole de son éducation moderne, laissait présager que son retour n'était pas simplement pour retrouver sa famille ou ses racines. C'était un retour avec un objectif précis. « Alors, quel est ton plan ?» demanda Amina en le scrutant, intriguée. Moussa s'assit sur un banc en bois, à l'ombre d'un arbre, tandis qu'Amina s'assit à côté de lui. Il lui expliqua qu'il avait l'intention de moderniser l'agriculture locale, de la rendre plus rentable et plus durable. Il ne voulait pas seulement aider sa famille, mais il espérait redonner à Berthoua sa fierté agricole, une fierté qu'il sentait en péril avec l'évolution du monde moderne. Tu sais, Amina, ce que j'ai appris en France, c'est que l'agriculture peut être bien plus qu'un simple travail de la terre. Elle peut devenir un véritable business. Amina l'écouta attentivement. Elle avait toujours cru en la puissance de la terre, mais l'idée d'utiliser des méthodes modernes pour rendre l'agriculture plus productive la fascinait. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle croyait en Moussa. Le temps passait vite, et ils continuèrent à discuter longuement, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, projetant une lumière orangée sur les champs de manioc. Le lendemain, Moussa se rendit à la maison de Papi Kofi, le vieux sage du village, l'expert en culture traditionnelle. Papi Kofi l'avait vu grandir, et il savait ce que représentait la terre pour Moussa. Cependant, il avait aussi vu des jeunes comme lui partir à la recherche d'un avenir plus brillant, pour ensuite revenir les mains vides. « Moussa,
Tu veux vraiment faire ça? Lui demanda Papy Kofi en observant les champs de manioc. Moussa acquiesça, déterminé. Il expliqua qu'il voulait apporter une révolution à l'agriculture du village, mais il ne comptait pas ignorer les enseignements traditionnels. Au contraire, il voulait marier ces deux mondes, les savoirs ancestraux et les techniques modernes. Papy Kofi, après un long silence, hocha la tête. Il savait que c'était un pari risqué, mais il acceptait de le guider. Tu dois d'abord comprendre la terre, Moussa. Si tu veux que ta vision soit un succès, tu dois d'abord écouter la terre. Elle te parlera si tu sais l'écouter. Ils passèrent des heures à parler des racines du manioc, des différentes variétés, de la manière de cultiver en fonction des saisons et de l'importance de la rotation des cultures. Papy Kofi lui montra aussi comment élever les porcs, une autre culture importante du village, mais qui souffrait du manque de méthodes d'élevage modernes. Les jours suivants furent une préparation minutieuse. Moussa commença à mettre en place les bases de son plan. Il voulait que Bertoua devienne un modèle d'agriculture durable, où les nouvelles technologies pouvaient coexister avec les pratiques anciennes. Le village ne le savait pas encore, mais une transformation silencieuse était en marche. Cependant, tout n'allait pas être aussi facile. Tonton Abel, l'oncle de Moussa, vint lui rendre visite. Abel était un homme pragmatique, un commerçant qui voyait l'agriculture comme une simple source de subsistance. Il n'était pas convaincu par les idées de Moussa. Alors, Moussa, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu penses vraiment que tu vas changer quoi que ce soit ici? Railla tonton Abel, un sourire moqueur sur les lèvres. On a toujours cultivé la terre comme ça, et ça a toujours marché. Les grandes idées comme les tiennes ne sont pas pour ici. Moussa, cependant, n'était pas découragé. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à relever le défi. La vision prend vie. Le soleil se levait une nouvelle fois sur le village de Bertoua, baignant la terre d'une lueur dorée. Mais ce matin-là, un air de changement flottait dans l'atmosphère. Moussa, tout juste rentré de France, n'était pas là pour contempler la beauté paisible du village. Il était déterminé à semer les graines d'une révolution agricole, et il savait que cela commencerait par la mise en place d'une fondation solide pour son projet. Le premier pas, l'agriculture durable. Les premiers jours après son retour avaient été remplis de discussions et de conseils. Moussa avait passé des heures avec Papy Kofi, apprenant les subtilités de la culture du manioc, du maïs et de l'élevage des porcs. Papy Kofi, sage et expérimenté, l'avait mis en garde contre les dangers de vouloir trop rapidement moderniser des pratiques séculaires. Chaque chose en son temps, Moussa, lui disait-il, la terre n'aime pas qu'on lui impose des changements brusques. Elle veut qu'on l'écoute, qu'on comprenne son rythme. Malgré ces avertissements, Moussa était convaincu qu'une combinaison des savoirs anciens et des nouvelles techniques agricoles pourrait transformer le village. Le manioc, le maïs, et l'élevage des porcs étaient les trois piliers agricoles du village. Il avait vu, pendant ses études en France, comment d'autres pays africains avaient réussi à utiliser des techniques modernes pour augmenter leur rendement tout en préservant l'environnement. Il croyait fermement que Bertoua pouvait suivre cette voie. Le projet de Moussa, une vision de l'agriculture moderne. Le premier défi auquel Moussa se heurta fut de convaincre sa famille et les villageois de la viabilité de ses idées. Lors de réunions informelles avec sa famille, il leur expliqua qu'il souhaitait introduire des techniques agricoles durables, des systèmes de culture en rotation, l'utilisation de semences améliorées, ainsi que la gestion scientifique des cultures et de l'élevage. Mais la résistance était forte. Tonton Abel, l'oncle de Moussa, était l'un des plus grands sceptiques. Selon lui, la terre de Bertoua n'avait besoin que d'un peu de travail pour fournir ce qu'il fallait. La science, ça ne nourrit pas une famille, lui disait-il. Tout ce que tu fais avec tes chiffres et tes diagrammes ne changera rien à notre façon de vivre. Moussa savait qu'il fallait prendre son temps pour convaincre les autres. Il commença donc par des actions petites mais significatives. Il planta une petite parcelle de manioc, en utilisant les techniques de culture de rotation qu'il avait apprises en France. Au lieu de simplement planter les racines, il appliqua un système de fertilisation naturelle, en utilisant des composts fabriqués localement, ce qui permettrait à la terre de récupérer et de se régénérer. Il investit également dans de meilleures semences, des variétés de manioc et de maïs résistantes aux maladies et plus adaptées au climat local. Il décida de tester ces semences sur une petite portion de terrain avant de les introduire à plus grande échelle. Pour le maïs, il choisit des variétés à haute productivité, mais adaptées aux conditions de Bertoua. L'épreuve de la réalité, les premiers obstacles.
Les premiers mois furent loin d'être faciles. Bien que la parcelle de manioc cultivée par Moussa semble prospérer, les villageois restaient sceptiques. Ce jeune homme, il pense qu'il peut changer tout ce qui a toujours fonctionné ici, murmurait-il entre eux. Même Amina, bien qu'elle ait cru en lui dès le début, commençait à se demander si les idées de Moussa étaient trop ambitieuses pour leur petit village. Mais Moussa ne se découragea pas. Il passa plus de temps sur ses terres, s'assurant que tout se passait comme prévu, prenant des notes sur la croissance des plantes, observant les effets de la fertilisation et des nouvelles semences. Il ne tarda pas à remarquer les premiers signes de succès. Le manioc grandissait plus vigoureusement, avec des racines plus grosses et plus saines. Le maïs était plus vert et semblait se développer plus rapidement que celui des autres parcelles. Le sol, qui avait été épuisé par des années de culture intensive, semblait reprendre vie. Le plus grand défi pour Moussa était l'élevage des porcs. Il avait vu comment, en France, les fermes modernes géraient les porcs avec des systèmes d'alimentation contrôlés et une gestion sanitaire rigoureuse. Il avait introduit un système d'abri plus hygiénique, réduisant ainsi les risques de maladies. Mais, bien que les porcs semblaient en meilleure santé, la gestion moderne était coûteuse et difficile à mettre en place sans le soutien du village. Le soutien d'Amina, une alliance solide. Amina, voyant les progrès de Moussa, décida de s'impliquer davantage. Elle proposa d'organiser des réunions avec les femmes du village pour leur apprendre à utiliser les produits du champ de manière plus rentable. Les femmes, qui avaient toujours joué un rôle essentiel dans la culture du manioc et la préparation des produits dérivés, comme l'igname séché et la farine de manioc, étaient cruciales dans la transition vers une agriculture plus moderne. Elles savaient que l'un des moyens de faire accepter les nouvelles méthodes était de montrer que l'agriculture pouvait non seulement nourrir les familles, mais aussi générer des revenus. Ensemble, ils organisèrent des formations pour enseigner aux femmes comment transformer le manioc en divers produits finis, tels que le gari, l'atik et le fufu. Ces produits pouvaient être vendus non seulement dans les marchés locaux, mais aussi dans les villes avoisinantes. Les résultats furent étonnants. Les femmes, enthousiastes, commencèrent à produire de manière plus efficace, et les revenus générés par la vente de ces produits se firent rapidement sentir. Les villageois commencèrent à voir que l'agriculture pouvait effectivement devenir une source de richesse, si elle était gérée de manière professionnelle et avec passion. La confrontation avec Tonton Abel. Mais la résistance ne disparut pas. Tonton Abel continua de se moquer des efforts de Moussa. Un jour, lors d'une réunion de famille, il exprima haut et fort son mécontentement. « Moussa, tu penses vraiment que tout ce que tu fais ici va réussir? Regardez autour de vous. Ce que tu appelles l'agriculture moderne, c'est un rêve. Nous avons toujours vécu de cette terre, et elle nous a nourris. » Moussa, au lieu de se fâcher, répondit calmement. « Tonton, je comprends ta méfiance. Je sais que tout cela semble irréel. Mais regarde cette parcelle de manioc, regarde les produits que nous avons fabriqués. Cela ne change pas la manière dont nous cultivons, mais cela améliore ce que nous avons toujours fait. » Tonton Abel, bien qu'il fût toujours sceptique, ne put s'empêcher de remarquer les résultats concrets des efforts de Moussa. « Peut-être, admit-il enfin, peut-être que tu as raison. Mais tout cela reste un pari risqué. » Les premiers succès et la croissance du projet. Les mois passèrent, et peu à peu, la vision de Moussa commença à se concrétiser. L'agriculture durable devint le sujet de nombreuses conversations dans le village. Les villageois commencèrent à voir les bénéfices des méthodes modernes, même si certains restaient encore hésitants. Moussa avait commencé à organiser des ateliers de formation et à inviter des experts agricoles d'autres régions pour partager leur savoir-faire. La famille de Moussa commença à voir les résultats, non seulement en termes de culture, mais aussi de revenus. Ils se rendirent vite compte que les méthodes de Moussa avaient un véritable potentiel. Même tonton Abel, bien qu'il soit toujours réservé, commença à accorder à son neveu une forme de respect qu'il n'avait jamais eu auparavant. L'histoire de Moussa ne faisait que commencer, mais chaque petit succès le rapprochait de son objectif ultime. Transformer le village de Berthoua en un modèle d'agriculture durable et rentable. Le parcours de résistance et de croissance. Le soleil se levait lentement sur le village de Berthoua, baignant les champs de manioc et de maïs d'une lumière dorée. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une énergie nouvelle dans l'air, une sensation d'imminence. Moussa avait réussi à introduire des changements dans le paysage agricole de son village, mais il savait que l'avenir restait incertain. Ses idées novatrices avaient remporté quelques victoires, mais l'adversité ne cessait de surgir, tout comme les doutes et les résistances.
La conquête des esprits, doute et résistance. Les premiers signes de succès dans l'agriculture durable avaient commencé à se manifester, mais malgré cela, la route de Moussa était semée d'embûches. Tonton Abel, bien que plus respectueux de son travail, continuait de l'observer avec méfiance. Il était difficile pour lui d'accepter que l'agriculture, telle qu'il l'avait pratiquée pendant des décennies, puisse être transformée en un véritable business. Son pragmatisme était un frein à l'acceptation de ces nouvelles méthodes. Dans les rues du village, des rumeurs circulaient. Les anciens, qui avaient longtemps cultivé la terre avec des techniques transmises de génération en génération, se demandaient si ces changements étaient réellement durables. Certains croyaient que l'agriculture moderne, avec ses machines et ses nouvelles méthodes, finirait par abîmer la terre, la rendre stérile et altérer les équilibres qui avaient permis au village de survivre pendant des siècles. Les résistances à l'innovation étaient profondément ancrées, et, bien qu'ils commençaient à remarquer les premiers signes de progrès dans les champs de Moussa, beaucoup étaient encore réticents à s'engager pleinement dans le changement. Moussa comprenait la profondeur de cette résistance. Après tout, l'agriculture était la base de la vie dans le village, et changer une tradition aussi ancienne demandait bien plus que de la science et des chiffres. Il fallait comprendre les racines profondes de l'attachement des gens à la terre et prendre en compte leur crainte de voir leurs pratiques ancestrales disparaître. Les premières difficultés, le défi des ressources. L'un des plus grands défis que Moussa devait affronter était le manque de ressources pour mettre en œuvre ses idées à grande échelle. Bien qu'il ait réussi à obtenir des semences améliorées et des équipements modernes, il manquait de financement pour agrandir ses projets et pour étendre la modernisation de l'élevage des porcs. Le manque d'accès au crédit était un problème majeur, surtout dans un village où les banques étaient souvent perçues comme inaccessibles et distantes des réalités agricoles locales. Amina, quant à elle, faisait face à des défis différents. Bien qu'elle ait soutenu Moussa dès le début, elle avait ses propres préoccupations. Elle était de plus en plus impliquée dans l'organisation des femmes du village pour améliorer la production et la transformation des produits agricoles. Les femmes, qui avaient toujours joué un rôle clé dans la culture du manioc et dans la transformation des produits dérivés, commençaient à se demander si elles pouvaient vraiment participer à cette modernisation tout en restant fidèles aux pratiques traditionnelles. Elles avaient peur que l'introduction de machines et de nouvelles technologies ne les prive de leur savoir-faire et des activités qui avaient fait leur fierté pendant des années. Un nouveau partenariat, l'importation de techniques innovantes. C'est dans ce contexte difficile que Moussa décida de faire appel à un expert agricole de l'extérieur, un consultant spécialisé dans les techniques agricoles modernes en Afrique. Dr. Serge, un agronome renommé, vint de la capitale pour donner une série de conférences aux villageois. Dr. Serge apporta une perspective fraîche et dynamique sur la manière dont les agriculteurs africains pouvaient utiliser les nouvelles technologies pour accroître leur production tout en préservant l'environnement. L'arrivée de Dr. Serge fut un moment clé dans l'histoire de Moussa. L'expert expliqua aux villageois que l'agriculture moderne ne signifiait pas simplement remplacer les anciennes méthodes, mais les compléter, les renforcer, les rendre plus durables. Il parla de l'importance des cultures diversifiées, de l'introduction de technologies d'irrigation, et de l'agriculture de conservation, une méthode qui permet de préserver la fertilité du sol tout en augmentant les rendements. Dr. Serge expliqua également l'importance de la gestion des ressources en eau, un élément crucial pour la culture du manioc et du maïs dans un climat de plus en plus irrégulier. Les propos de Dr. Serge rencontrèrent une audience plus réceptive, car il venait d'un monde extérieur, porteur de nouvelles idées qu'il était plus facile d'accepter. Le consultant ne tenta pas de tout chambouler d'un coup. Il introduisit des concepts simples et abordables, des outils peu coûteux mais efficaces. Par exemple, il montra aux paysans comment fabriquer des composteurs maison et des systèmes de collecte d'eau de pluie, réduisant ainsi les coûts de production et maximisant l'utilisation des ressources locales. Les premiers fruits de la transformation. Au fur et à mesure que Moussa et Amina appliquaient les nouvelles méthodes, les résultats commencèrent à être évidents. Le rendement des champs de manioc s'améliorait, les tiges étaient plus vigoureuses, et les racines plus grosses, plus saines. Le maïs, également cultivé en rotation avec le manioc, prospérait de manière plus régulière, et les porcs étaient désormais élevés dans des conditions sanitaires optimales, ce qui se traduisait par moins de maladies et une meilleure productivité. Les femmes du village, en particulier, commencèrent à récolter les fruits de leur travail. Avec l'aide de Moussa et d'Amina, elles apprirent à transformer le manioc en gari, attique, et fufu de manière plus industrielle et plus efficace. L'agriculture,
autrefois perçue comme une activité purement agricole, devenait un véritable secteur économique. Les produits transformés, désormais de meilleure qualité, se vendaient plus facilement sur les marchés locaux et dans les villages voisins. Le plus grand succès de cette partie du projet était la coopérative agricole des femmes, lancée par Amina. Elle avait organisé des formations pour apprendre aux femmes comment transformer les produits agricoles de manière plus rentable. Avec le temps, cette coopérative devint un moteur économique du village, apportant une nouvelle source de revenus à de nombreuses familles. La confrontation finale, le jugement de la communauté. Malgré ses succès, Moussa savait que la véritable reconnaissance ne viendrait que lorsque les autres villageois accepteraient pleinement ses idées. C'était le test ultime, faire en sorte que la communauté voie la valeur des changements qu'il avait introduits. Lors d'une grande réunion communautaire organisée sous l'arbre centenaire, les chefs du village, les anciens, les femmes, et même les sceptiques comme tonton Abel, se rassemblèrent pour discuter des progrès réalisés. Moussa parla de l'impact de son travail, des progrès réalisés dans les champs et des revenus générés par les produits agricoles transformés. Tonton Abel, qui était resté relativement silencieux jusqu'à ce moment-là, prit la parole. Il exprima des doutes, mais pour la première fois, ses mots étaient plus mesurés. Je ne vais pas dire que je suis convaincu, mais je vois les changements. Peut-être que j'avais tort de penser que tout cela était une folie. Les villageois, qui avaient vu les progrès dans leur propre champ, étaient partagés. Certains étaient prêts à suivre Moussa, tandis que d'autres restaient prudents. Mais il était évident que le village commençait à voir en Moussa un homme qui, loin de vouloir détruire leurs traditions, cherchait plutôt à les renforcer et à les moderniser. Un avenir prometteur. La transformation de Berthois n'était pas encore achevée, mais les progrès étaient palpables. Moussa savait que la route était encore longue et semée d'obstacles. Il devait continuer à convaincre, à éduquer et à faire preuve de patience. Mais au fond de lui, il sentait que le village était sur le point de franchir un seuil historique. L'agriculture n'était plus seulement une activité de subsistance. Elle devenait un véritable secteur économique, porteur de potentiel et d'espoir pour l'avenir. Le défi était de taille, mais Moussa, soutenu par Amina et les premiers succès de son projet, était plus déterminé que jamais à réussir. Il savait que l'avenir de Berthois reposait entre ses mains, mais aussi sur l'engagement collectif de toute la communauté. La résistance commençait à se dissiper, et l'espoir était plus fort que jamais. De simples champs à empire agricole ou l'accomplissement du rêve. Un village en mutation, les résultats tangibles du projet. Le soleil se levait sur Berthois, projetant une lumière dorée sur les vastes champs de manioc et de maïs. Le village avait changé. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve ambitieux était désormais une réalité palpable. La ferme de Moussa n'était plus une simple parcelle de terre expérimentale. Elle était devenue un véritable centre agricole, une référence dans la région. Les méthodes de Moussa avaient fini par convaincre une grande partie du village. Avec le temps, d'autres fermiers avaient commencé à adopter ces techniques, non seulement parce qu'ils avaient vu les résultats dans ces champs, mais aussi parce qu'ils en ressentaient les bénéfices concrets dans leur propre production. L'agriculture ne se limitait plus à un simple mode de survie. Elle était devenue un business prospère, une activité qui pouvait non seulement nourrir le village, mais aussi créer des emplois et générer des revenus. L'un des signes les plus évidents du succès de Moussa était le marché agricole qui se tenait désormais chaque fin de semaine dans le village. Ce marché, organisé par Amina et les femmes du village, permettait aux producteurs locaux de vendre leurs produits transformés. Du gari, de la farine de manioc, du maïs séché, et même des produits dérivés de l'élevage porcin comme la viande séchée et fumée. Le chiffre d'affaires généré par la coopérative des femmes d'Amina était en hausse. Les familles qui avaient autrefois lutté pour joindre les deux bouts commençaient maintenant à voir une réelle amélioration de leur niveau de vie. Mais le chemin de la réussite n'était pas sans défi. La crise inattendue, un risque majeur pour le projet. Alors que tout semblait prospérer, un défi inattendu frappa le village, une sécheresse soudaine. Les pluies, qui étaient essentielles pour la culture du manioc et du maïs, ne tombaient plus avec la même régularité. Les rivières s'asséchaient et les cultures étaient menacées. Moussa savait que cette sécheresse était une épreuve décisive. Si son projet ne pouvait pas survivre à une crise climatique, alors tout son travail risquait d'être remis en question. Les villageois, bien qu'enthousiastes au départ, commencèrent à s'inquiéter. Les anciens reprenaient leur discours fataliste. On ne peut pas changer la nature, Moussa. Nos ancêtres nous ont appris à respecter la terre, pas à la contrôler. Tu as peut-être eu raison jusque-là,
Mais que feras-tu si la sécheresse dure? Moussa se retrouva à un carrefour décisif. Il ne pouvait pas se permettre d'échouer maintenant. Il devait trouver une solution. L'innovation comme arme de résistance, l'introduction de l'irrigation moderne. Ne se laissant pas abattre, Moussa décida d'introduire un système d'irrigation moderne, une technologie qu'il avait étudiée en France, mais qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'implémenter à grande échelle. Avec l'aide de Dr. Serge, l'agronome venu de la capitale, il mit en place un système de réservoir d'eau et de goutte à goutte. Cette technique permettait de réduire considérablement l'usage de l'eau tout en garantissant aux cultures une hydratation constante, même en période de sécheresse. Mais ce projet nécessitait des ressources supplémentaires. L'aide vint de manière inattendue. Un investisseur privé, ayant entendu parler du succès de Moussa, proposa un partenariat pour financer l'extension du projet agricole. Grâce à cet investissement, les premières installations d'irrigation furent mises en place. Les champs de manioc et de maïs furent sauvés juste à temps. Les villageois, témoins de cette solution ingénieuse, commencèrent à réaliser que Moussa n'était pas seulement un rêveur, mais un véritable leader capable d'anticiper et de résoudre les crises. Même tonton Abel, qui avait toujours été sceptique, commença à voir les choses différemment. Un matin, il vint trouver Moussa dans les champs et, pour la première fois, lui tendit la main. « Je n'ai jamais cru que tu réussirais, Moussa. Mais aujourd'hui, je vois que tu as changé la vie des gens ici. Moi aussi, je veux participer. » Ce fut une victoire immense pour Moussa. Il savait maintenant que même les plus réticents pouvaient être convaincus si les résultats parlaient d'eux-mêmes. La consécration, Berthois, nouveau modèle agricole. Avec le succès de l'irrigation et la modernisation du secteur agricole, Berthois devint un modèle pour toute la région. Le gouvernement local s'intéressa au projet et invita Moussa à présenter ses méthodes à d'autres villages. Les médias commencèrent à s'intéresser à son histoire, et son projet devint une référence en matière de transformation agricole en Afrique. Moussa créa une association d'entrepreneurs agricoles, visant à encourager les jeunes diplômés à investir dans l'agriculture plutôt que d'attendre des emplois en ville. Il voulait leur montrer que l'agriculture n'était pas un secteur dépassé, mais un véritable levier économique pour l'Afrique. L'accomplissement personnel, Moussa et Amina, un amour épanoui. Pendant toutes ces années de lutte et de travail acharné, Amina était restée aux côtés de Moussa. Elle avait été plus qu'une simple partenaire, elle avait été son soutien moral, celle qui avait cru en lui lorsque tout semblait incertain. Un soir, alors qu'il se promenait dans les champs, sous un ciel étoilé, Moussa lui prit la main et lui dit « Tu sais, Amina, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. » Amina sourit, les yeux brillants d'émotion. « Nous avons construit tout ça ensemble, Moussa. Ce village, ces terres, ces gens. Tout cela fait partie de notre histoire. » Ce fut ce soir-là que Moussa demanda Amina en mariage, unissant ainsi leur cœur et leur vision pour l'avenir. Leur mariage, célébré selon les traditions du village, fut un événement grandiose. Toute la communauté s'était rassemblée pour fêter l'union de deux âmes qui avaient apporté l'espoir et la prospérité à Berthois. 6. Une nouvelle ère pour l'agriculture africaine. Avec le temps, le projet de Moussa devint un empire agricole prospère. Il ne s'agissait plus seulement de cultiver du manioc ou du maïs, ni d'élever des porcs. Il s'agissait de créer un modèle de réussite agricole africain, où l'innovation et la tradition coexistaient pour bâtir un avenir meilleur. Les jeunes de Berthois, qui autrefois rêvaient de quitter le village pour aller en ville, commençaient maintenant à voir l'agriculture comme un avenir viable. Moussa était devenu une source d'inspiration, un modèle pour toute une génération. Il avait prouvé que l'agriculture n'était pas synonyme de pauvreté, mais un secteur capable de générer de la richesse, du progrès et de la dignité. Ainsi, le jeune homme qui était parti en France pour obtenir un diplôme en économie statistique, et qui était revenu sans emploi, avait finalement transformé un simple champ en un business multimillionnaire. L'héritage de Moussa. L'histoire de Moussa et de Berthois devint une légende, racontée non seulement dans le village, mais dans toute la région. Son parcours devint un symbole de résilience, d'innovation et de foi en l'Afrique. Et à chaque lever de soleil sur les champs de Berthois, il y avait un message silencieux mais puissant. Là où il y a de la passion, du travail et une vision, il n'y a pas de limite à ce que l'on peut accomplir. Ceci marque la conclusion de l'histoire, montrant comment Moussa est passé de rêveur à leader et bâtisseur d'un empire agricole. La morale de l'histoire. Le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Moussa a fait face à de nombreux obstacles,
du scepticisme de son entourage aux défis climatiques, mais il n'a jamais abandonné. Il a prouvé que la détermination et la patience sont les clés de la réussite. L'innovation ne doit pas remplacer la tradition, mais la compléter. En combinant les méthodes ancestrales avec des techniques modernes, Moussa a montré que l'on pouvait respecter les traditions tout en évoluant vers un avenir meilleur. L'agriculture est un pilier du développement économique. Trop souvent sous-estimée, l'agriculture est pourtant une source de richesse et d'opportunités. Moussa a prouvé qu'avec une bonne gestion, ce secteur pouvait être aussi prospère que n'importe quel autre domaine d'activité. Croire en ses rêves, même quand personne d'autre n'y croit. Moussa était le seul à voir le potentiel de son projet au départ. Mais il a persévéré, convaincu que son idée pouvait changer la vie des gens. La foi en soi-même est la première étape vers le succès. L'amour et le soutien de la communauté sont essentiels à toute grande réussite. Sans Amina, les femmes du village, et même sans la reconnaissance tardive de tonton Abel, Moussa n'aurait pas pu réussir. Un projet, aussi visionnaire soit-il, a besoin du soutien des autres pour grandir. L'Afrique a un potentiel immense. L'histoire de Moussa montre que la richesse ne se trouve pas toujours à l'étranger, mais bien sur notre propre terre. Plutôt que de chercher la réussite ailleurs, il a décidé de transformer son propre village, prouvant ainsi que le développement de l'Afrique passe par ses ressources et son savoir-faire local. Message final. Le succès ne dépend pas d'où l'on vient, mais de la vision que l'on porte et des efforts que l'on est prêt à fournir pour la concrétiser. Cette histoire est un appel à croire en l'agriculture africaine, à valoriser les compétences locales, et à montrer que le changement commence toujours par une personne qui ose rêver grand.